Alors imaginez un peu, un pays complètement à genoux à cause d'une crise énergétique. Comment est-ce qu'il a pu se retourner et devenir une véritable superpuissance nucléaire? Eh bien, c'est l'histoire incroyable de l'un des paris stratégiques les plus fous, les plus audacieux du XXe siècle. Un pari qui a littéralement changé le visage de la France. Voilà, c'est vraiment la question au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'une seule crise, un seul événement, a pu provoquer une transformation aussi radicale? C'est une histoire qui mêle vulnérabilité, une vision assez incroyable, et puis une ambition industrielle, mais alors complètement hors norme. Bon, pour vraiment saisir l'enjeu de ce pari, il faut faire un petit retour en arrière. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. La France, elle est en pleine reconstruction. Et pour ça, elle a une faim dévorante d'énergie. Il faut du jus pour faire tourner les usines, pour éclairer les villes, bref, pour tout remettre en marche. Et cette chronologie, elle est super parlante. Regardez, juste après la guerre, on fait avec ce qu'on a sur place. L'hydraulique, le charbon. Logique. Mais à partir de 1958, tout change. Le pétrole débarque. C'est la solution miracle, vous savez, pas cher et on a l'impression qu'il y en a à l'infini. Le virage est tellement rapide, tellement brutal, qu'en 1973, attention, presque la moitié de toute l'électricité française dépend de cet or noir. Et là, sans le savoir, on a créé une vulnérabilité, mais gigantesque. Et puis, 1973. Et là, tout s'écroule. Le château de cartes s'effondre. C'est le premier choc pétrolier. Le monde entier est touché de plein fouet. Et pour la France, la prise de conscience, elle n'est pas progressive. Non, elle est brutale, instantanée. Ce qui est dingue, c'est vraiment la vitesse et la violence du truc. Le prix du baril, il ne grimpe pas un peu, non, il explose. Faut s'imaginer, on passe de 3,60 $ à plus de 9 $ comme ça, en un claquement de doigts. Le danger pour l'économie est immédiat, total. Et regardez ce chiffre, c'est ça qui donne la mesure du désastre pour l'économie du pays. La facture pétrolière en une seule petite année, elle ne double pas, non, elle triple ou presque. C'est un véritable tsunami financier qui menace de tout paralyser. Alors, face à cette situation d'urgence absolue, la France ne va pas y aller par quatre chemins. Pas de demi-mesure, non. La décision est radicale et elle va façonner le destin du pays pour des décennies. C'est un pari total sur l'atome. Seulement voilà, il y a un choix crucial à faire. On a deux options sur la table. Option 1, on continue avec notre technologie maison, la filière UNGG. L'avantage, c'est 100% français, on est indépendant. Le gros problème, c'est compliqué, pas super fiable et ça prend du retard. Option 2, on met notre fierté de côté et on prend une licence pour la technologie américaine, les fameux réacteurs REP. Eux, ils sont déjà testés, fiables, et surtout, on peut les construire à la chaîne, rapidement. La décision, qui avait été prise en 1969, devient une évidence absolue avec la crise. On laisse tomber notre filière pour passer la seconde. Et le plan d'action, il est limpide, d'une efficacité redoutable. Étape 1, on achète la licence américaine, c'est fait. Étape 2, et c'est là le vrai coup de génie, la standardisation. L'idée est simple mais brillante. On va construire des dizaines et des dizaines de réacteurs, tous identiques. Ça permet de construire plus vite et de faire baisser les coûts drastiquement. Et enfin, étape 3, l'élève qui dépasse le maître. Framatome va tellement bien maîtriser cette technologie qu'elle va finir par l'améliorer et devenir un concurrent mondial de premier plan. Parce que, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, la vraie force de ce plan, c'est pas juste de poser des centrales les unes à côté des autres. Non, le vrai coup de maître, c'est d'avoir construit tout un écosystème industriel autour. Un système intégré pour que tout fonctionne en autonomie et qui assure une indépendance quasi totale. Et cet écosystème, il tient sur trois piliers, trois géants. D'abord, il y a EDF, c'est l'opérateur, celui qui gère et qui fait tourner toutes les centrales. Ensuite, Framatome, c'est le bâtisseur, celui qui construit les réacteurs. Et enfin, le troisième pilier, Cogema. Eux, ce sont les maîtres du combustible. Ils contrôlent absolument tout, de la mine jusqu'aux déchets. Chacun a son rôle, un rôle clair et essentiel. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de vraiment unique. Grâce à Cogema, la France devient l'un des seuls pays au monde, et il se compte sur les doigts d'une main, à maîtriser la totalité du cycle du combustible, je veux dire de A à Z, de l'extraction de l'uranium dans la mine, en passant par son enrichissement, jusqu'au retraitement du combustible usé. C'est ça, la vraie définition de l'indépendance stratégique. Bon, alors, les résultats dans tout ça, parce qu'on parle d'investissements colossaux, d'un endettement énorme pour EDF, est-ce que ce pari fou a vraiment payé? Eh bien, la réponse, elle est claire et nette, c'est un grand oui, et pas seulement pour l'économie, mais aussi pour toute la société.
Et voilà un exemple très concret. L'avantage économique direct. Quand le système est à son apogée, en 1993, le kilowattheure qui sort d'une centrale nucléaire coûte 30% moins cher que celui fait avec du charbon ou du pétrole. 30%. Il faut imaginer les économies gigantesques que ça représente pour les entreprises françaises année après année. Mais le plus spectaculaire, c'est peut-être ce retournement de situation complet. Souvenez-vous, on partait d'un pays paralysé par ses factures d'importation d'énergie. Eh bien, quelques années plus tard, la France devient un énorme exportateur d'électricité. Il faut se donner une idée, rien que sur l'année 1997, ça a rapporté un excédent commercial de 19 milliards de francs. Et l'impact sur l'emploi, il est tout aussi massif. Parce que les emplois directs dans les centrales, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Derrière, il y a tout un écosystème. Les sous-traitants, les fournisseurs, les services. On estime que pour un poste chez EDF, des dizaines de milliers d'autres sont créés indirectement. Au total, on parle de plus de 100 000 emplois. Et attention, le point vraiment crucial ici, c'est que ce ne sont pas juste des emplois, ce sont des véritables carrières, des carrières stables et très qualifiées. On parle d'un personnel majoritairement composé de cadres et d'agents de maîtrise qui reçoit énormément de formations chaque année. Et la stabilité est incroyable, avec un taux de départ de l'entreprise qui est minuscule. C'est un vrai investissement sur le long terme dans les compétences. Mais voilà, après 20 ans de succès quasi ininterrompu, la belle mécanique commence à montrer quelques signes de faiblesse. À la fin des années 90, l'histoire change. Le modèle du tout nucléaire commence à être bousculé par de nouveaux défis et les premières hésitations apparaissent. Et cette chronologie, elle illustre parfaitement ce changement d'époque. Tout s'enchaîne très vite. D'un coup, on se rend compte que le parc est trop grand, on produit trop d'électricité. En même temps, le marché européen s'ouvre et favorise le gaz, qui est plus souple. Et puis, il y a les symboles. On décide d'arrêter le fameux réacteur Superphénix et on met en pause le projet de l'EPR. C'est une série de signaux qui, mis bout à bout, montrent clairement qu'une page est en train de se tourner. Et cette citation, elle résume tout. Elle capture parfaitement le changement d'état d'esprit dans le pays. On passe d'un soutien qu'on peut qualifier d'enthousiaste à une période bien plus grise, une période d'hésitation et de remise en cause. Et tout ça, ça nous amène à la question d'aujourd'hui, la question finale. Ce pari incroyable qui a marché pendant 50 ans, qui a donné à la France son indépendance énergétique et sa puissance industrielle, est-ce que c'est encore la bonne stratégie pour les 50 prochaines années ? C'est tout le dilemme, toute l'interrogation à laquelle le pays fait face maintenant.